cette première édition de Envision Education que nous vous proposons, donc le cabinet Edoué, cabinet spécialisé dans l'enseignement supérieur, l'Acadème, qui fait des logiciels pour l'enseignement supérieur, et la FNEJ, que tout le monde connaît, qui, depuis plus de 50 ans, est au service des écoles de management. Depuis plusieurs mois, toute l'énergie du secteur de l'enseignement supérieur s'est concentrée sur la continuité pédagogique et la sécurité sanitaire des étudiants et des personnels. Nous entrons aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler une ère de new normal, qui va transformer et qui nous impose d'engager une réflexion stratégique et structurelle sur les expériences réussies ou moins réussies. Enfin, on va essayer plutôt sur les expériences réussies. C'est dans le but d'ouvrir ce débat et cet échange que, avec l'Acadème et la FNEJ, Edoué Advisory, s'allient pour proposer aux acteurs de l'enseignement supérieur une série de 6 webinaires. On va commencer par parler d'international, puis de valorisation de la recherche, de digital learning, expérience étudiante, management de la faculté, executive education, compétences et acquis. Voilà le programme. Mais aujourd'hui, on va commencer par se poser une question qui est particulièrement stratégique pour nous, qui est, allons-nous vers une mort de la mobilité étudiante? Alors, je vous dis tout de suite, nos invités ne le pensent pas. Et on a vraiment 2 super invités, puisqu'ils sont vraiment des grands spécialistes du sujet. Je vous les présente. Christopher Cripps, directeur du développement international de Sorbonne Université, qui a auparavant été dans ses mêmes responsabilités à Centrale Supélec et avant à Rennes School of Business. À Grenoble École de Management, excusez-moi. Grenoble École de Management, excusez-moi Christopher. Joshua Cobb, Vice Dean de la Zeeland University International Business School, ZIPS. Déjà, ça serait bien de vous présenter un petit peu plus que ce que j'ai fait là. Je commence par vous, Joshua, parce que c'est un destin particulier de se retrouver Vice Dean en Chine du Business School. Je ne vais pas demander comment vous êtes arrivé là, peut-être, mais en tout cas, de parler un peu de ce que vous faites là-bas. Joshua. Bien, merci Olivier. Merci Olivier, merci des organisateurs pour avoir mis en place cette session, Acadème, Edoué et FNEJ. Oui, très content d'être ici. Alors, je suis Vice Dean au International Business School de Zhejiang University. Zhejiang University a plus de 120 ans d'histoire en Chine. On est reconnu comme étant le numéro 3 de la Chine. Le International Business School a été créé il y a 3 ans maintenant. Et nous sommes basés sur le International Campus de Zhejiang University qui se trouve à Haining. Nous faisons partie d'une grande évolution, je dirais, des institutions d'enseignement supérieur, des universités chinoises, vers l'international et le global. Donc, l'International Business School a été créé pour être l'arme internationale de l'université. Ça veut dire que nous recrutons des étudiants étrangers pour venir en Chine. Nous faisons des formations tout en anglais avec un esprit international et nous faisons les formations en dehors de la Chine. Donc, nous sommes pleinement dans ce mouvement de globalisation de l'enseignement supérieur chinois. Voilà, quelques infos. Juste, vous recevez combien d'étudiants internationaux chaque année sur votre campus? Alors, sur l'université lui-même, sur Zhejiang University, on a à peu près 10% de notre population internationale. Et nous avons 56 000 étudiants. Ah oui, c'est énorme. Donc, à peu près 10% international aujourd'hui. Christopher, à vous. Alors là, évidemment, Sorbonne Université, on connaît mieux. Encore qu'on ne connaît pas forcément très bien. En tout cas, il n'y a pas de business school à la Sorbonne Université. Pas encore. Pas encore. C'est une info, ça. Ah non. Sorbonne Université, donc à peu près autant d'étudiants. Mais exactement, autant d'étudiants. Nous sommes à 56 000 environ et 10% d'étudiants internationaux d'une bonne centaine de pays. Bien entendu, avec les pays du Maghreb en tête,
surtout le Maroc et puis la Chine. Nous avons, comme je dis, une centaine de nationalités. Nous sommes Sorbonne Université, donc issu de la fusion en 2018 de Paris-Sorbonne, l'ancien Paris 4, et puis l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie, qui était Paris 6. Je suis dans ce poste de directeur du développement international depuis le 1er juillet 2019. Avant, j'étais à PSL, Centrale, Supélec, Centrale avant, et Grenoble, l'école de management, effectivement. Donc, 30 ans de développement international en France. J'ai bien gardé mon accent américain. C'est comme ça. Mais je suis très heureux de partager mes expériences aujourd'hui. Alors, juste un rappel pour l'organisation, tous ceux qui nous écoutent, on va faire à peu près 3/4 d'heure en tout. Je vais poser des questions pendant une demi-heure, mais vous pouvez poser vos questions par écrit, que je essaierai de relayer le mieux possible pour aller peut-être un peu plus dans le détail. Moi, je vais poser quand même des grandes questions. La première d'ailleurs, Christopher, vous en êtes où avec vos étudiants internationaux? Ils arrivent? Dans quelle proportion? Quels sont les grands problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui? Bon, en fait, Olivier, on n'a pas fini. On est le 6 octobre et on n'a pas fini d'accueillir les étudiants. On va prolonger cela au-delà du 15 octobre, probablement jusqu'à la fin du mois. Après, il faut arrêter à un moment donné parce qu'il faut qu'ils arrivent, qu'ils puissent suivre leur cours tranquillement et réussir leur année. Nous avons eu une grosse augmentation de candidatures des étudiants internationaux cette année. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui fait débat. 30% de plus de demandes pour venir à Sorbonne Université. Mais ils ne sont pas tous là. C'est ça justement le souci. Quelque part, si on en croit les chiffres, et je veux bien les croire, je les ai bien travaillés aujourd'hui avec la collègue en charge de cela, bon, on attend à peu près le tiers. On attend à peu près le tiers. On est à 10% d'étudiants internationaux, comme je disais. Donc, ça fait 3000 qui arrivent chaque année à peu près. Une grosse augmentation d'Africains. Donc ça, si vous vous souvenez d'un article de la presse spécialisée il y a juste 2 ou 3 semaines, il parlait justement de plus d'Africains. Donc, on a beaucoup plus d'Algériens, beaucoup plus de Sénégalais, 600 de plus qui veulent venir cette année, quelques Marocains de plus et puis d'autres pays africains. Les États-Unis sont en hausse. Pourquoi pas? De douzaines d'étudiants qui souhaitaient venir. Et puis, la question qu'on va me poser après, et alors les Chinois? Mais c'est stable. En termes de demande, c'est stable. C'est-à-dire qu'ils veulent venir. Maintenant, quand on regarde qui a son dossier qui est terminé avec les ambassades, les visas, les tampons et tout ce qui va avec, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que pour une bonne centaine de Chinois qui sont déjà acceptés dans nos programmes, il n'y a que la moitié qui aurait ces visas. Donc, c'est compliqué. Pour les Américains, il n'y a eu que 4 visas donnés. Et puis, pour les Algériens, 50% seulement auraient... Christopher, vous m'entendez? tous les papiers pour avoir le visa. Vraiment pénible pour tout le monde. J'ai entendu les engorgements, etc. Sur les dossiers, mais les étudiants veulent venir, 30% d'augmentation. Le problème, c'est que pour des raisons de visa, comme disait Josh, des inquiétudes des parents qui voient les chiffres augmenter en France pour le COVID, les parents du monde entier ne veulent pas envoyer leurs jeunes quelque part où ce n'est pas stable, safe and secure, comme on dit. Puis, bon, il y a peut-être des abandons qu'on ne connaît pas encore, des gens qui mettent en pause leur venue. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Oui, il y a peut-être aussi un souci de prix des billets d'avion qui ont l'air d'exploser. Aussi, j'ai un jeune que je mentor qui est rentré de Chine l'autre jour, c'est un Français, 4 000 € le billet en éco. Ah ouais. Donc, c'est c'est vraiment pénible. Donc, les prix des billets sont
Joshua, à vous. Donc la situation en Chine, vous me disiez, quand on préparait ce débat, finalement, nous, on est revenu un peu à la normalité, on n'est plus masqué, on fait les cours comme avant, mais est-ce que ça permet quand même aux étudiants internationaux de venir? Bah, hélas, non. On a un peu le même, on est un petit peu dans la même situation qu'en France. Il y a une grande croissance de nombre d'étudiants étrangers qui vient en Chine. Je rappelle que la Chine est le troisième pays récepteur des étudiants étrangers. La tendance est toujours vers l'augmentation. Donc, il y a un grand intérêt des étrangers de venir en Chine. Mais on fait face aux mêmes contraintes de voyage et de visa que d'autres pays. Donc aujourd'hui, on a bien réouvert les salles de cours. Les étudiants qui sont en Chine, les Chinois et des étrangers qui se trouvaient en Chine sont dans les salles de cours. Les autres étrangers suivent en virtuel. Et on espère qu'au printemps, ça va être possible pour que les étrangers puissent venir en Chine. Mais bon, on n'a pas de certitude, hein. Mais c'est la tendance. Les consulats ont commencé à redonner des visas, à réinstaller des visas pour ceux qui avaient des visas déjà. Ils commencent à donner des nouvelles visas, mais pas pour les étudiants pour le moment. Mais bon, on est optimiste qu'au printemps, ça va revenir, au moins de certains pays. Donc, question, quand on est étudiant français aujourd'hui, on peut aller en Chine? On peut venir chez vous? Ou est-ce que c'est la croix et la bannière? Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, si on n'avait pas de visa ou de permis de résidence, on ne peut pas obtenir. D'accord. Alors, tout ça, ça amène à trouver des moyens alternatifs, entre guillemets, pour continuer à jouer à la mobilité internationale. En tout cas, pour les étudiants français qui ne peuvent pas partir, parce que là, il faut bien trouver un moyen de valider leur vision internationale. Il y a des initiatives particulières que vous prenez pour ça, du côté pour les étudiants chinois qui ne peuvent pas partir, comme pour les étudiants français qui ne peuvent pas partir. Joshua, comment on fait aujourd'hui quand un étudiant chinois ne peut pas partir à l'international? Écoutez, il ne part Il ne pas. part pas. Ouais, mais comment on fait pour le valider? C'est vrai que cette acculturation internationale, c'est même un peu la marque des business schools, quoi. Bah, de notre côté, on est en train de développer plus de partenariats en joint classroom, en projet collaboratif. Donc, on essaie de substituer l'expérience physique à l'étranger par une expérience d'enseignement. On est en train de développer également la collaboration des programmes online qui permet d'avoir une expérience multiculturelle, multigéographique à travers des formations online. L'autre chose qu'on fait, c'est bon, on est optimiste. On va bien arriver un jour à avoir une meilleure circulation des personnes. Donc, on continue à développer les accords d'échange, les accords de double diplôme, bon, sachant que pour les 6 mois à venir, peut-être plus que ça ne va pas être possible, mais on prévoit à l'avenir que ça va revenir et on continue notre stratégie de collaboration internationale. Ce que vous me disiez, donc je le répète, aujourd'hui en Chine, on est quasiment revenu à la normale. Pour les personnes qui sont en Chine, c'est quasiment normal. C'est même plus que quasiment normal. Notre campus est ouvert. Toutes les activités étudiantes sont en fonction. Les salles de cours sont là. C'est vrai que certains cours sont donnés par visioconférence ou online si le professeur
n'est pas en Chine. Ce n'est pas uniquement une question d'étudiants. Quand on a une faculté internationale, les profs coincés chez eux, bon, des fois, on a des étudiants qui sont en cours, mais le prof qui est virtuel. Donc, on doit adapter dans ce sens aussi. Christopher, Mais donc, je même pense que question pour... qu'à Joshua. Pardon. Je vous laisse finir. L'expérience nous montre que l'online est important, va être plus important en Chine. Et on est en train de développer ça aussi parce que il est vraiment clair que même après COVID, les étudiants vont être hésitants à voyager. Je pense que ça va changer, ça va avoir un impact sur la mentalité des déplacements, même après COVID. Donc, il faut qu'on soit prêt à avoir des substitutions, des programmes de substitution, surtout online, qui permet une expérience internationale, une ouverture internationale, des connexions internationales. Christopher, on met un peu la même question. On sait que Sorbonne Université est plutôt une université qui milite pour le présentiel. Cela dit, il a bien fallu vous adapter. Et comment vous faites aujourd'hui pour vos étudiants français qui ne peuvent pas partir à l'étranger? Est-ce qu'il y a des cours particuliers, une acculturation particulière? Bon, aujourd'hui, nos étudiants ont été autorisés à partir en Europe dans les destinations qui voulaient bien les recevoir, dans les conditions optimales sanitaires. Nous avons mis en pause pour ce semestre qui est en cours les séjours en dehors de l'Union européenne. Le semestre prochain, pour l'instant, notre politique sera d'ouvrir au monde entier, c'est-à-dire les pays où nos étudiants sont accueillis, où les conditions sanitaires permettent leur accueil dans des conditions optimales, justement. Mais bon, on en parle depuis le printemps de tout cela et aujourd'hui, il y a la réalité, c'est-à-dire que le curseur n'arrête pas de bouger et on disait, oui, pourquoi pas plus de mobilité en janvier. Maintenant, on n'est pas loin du mois de janvier et on se pose beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous avons continué à travailler avec nos partenaires internationaux et nous sommes en train de discuter avec eux sur la possibilité de monter, comme disait Joshua, du blended learning, ou blended mobility, mobilité virtuelle, hybride. Il y a toutes sortes de mots à la mode en ce moment pour ce genre de choses. Avec nos partenaires, on a une phrase qui serait global classrooms, par exemple. Et donc, l'idée serait de commencer dans les mois à venir à faire en sorte que nos étudiants avec un partenaire au Canada, aux États-Unis, en Europe ou en Australie, qu'on puisse faire un cours ensemble, hein, quelle que soit la matière, de manière virtuelle pour commencer. Et si les frontières s'ouvrent et les conditions sont bonnes, on pourrait ensuite physiquement déplacer les étudiants pour continuer le cours sur place ou des projets finaux qu'ils feraient ensemble entre étudiants, etc. Donc, nous sommes en train d'explorer cela de manière très sérieuse avec une demi-douzaine de nos partenaires. Ils sont prêts. C'est juste une question de savoir quel cours, quel professeur, quel format ça va avoir. Et puis, tous les jours, c'est juste tout simplement la réalité de la situation sanitaire. Aller aux États-Unis, ce n'est pas pour demain. Oui, parce que vous avez des étudiants pour lesquels c'est obligatoire de faire une période à l'étranger. Je pense pas à votre Polytech, votre école d'ingénieur, il est censé y avoir un séjour obligatoire à l'étranger. Donc là, vous faites comment? Ils partent tous en Europe ou il y a des cours virtuels et comment ils réagissent à ça, à des cours virtuels? Est-ce que ça leur convient? C'est quand même pas du tout la même expérience. Nous ne pouvons pas dire que des cours virtuels, c'est la même expérience. Ça, c'est très clair. Hein? Donc, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que nous pouvons proposer, sauf pour les étudiants qui sont autorisés à partir en Europe pour toutes sortes de séjours, hein, que ce soit un stage en entreprise, un stage en laboratoire ou pour des études en salle de classe en Allemagne, en Italie, etc.
Mais voilà, nous espérons éventuellement leur proposer quelque chose en physique le moment venu, si dans le calendrier de leur cursus, c'est permis. Donc, ça dépend tout simplement de là où ils en sont dans leur cursus. S'ils sont à la fin, c'est un peu difficile. S'ils sont au milieu, on espère pouvoir leur donner satisfaction et une belle expérience plus tard. Ouais. J'aime bien les collègues qui disent, oui, bon, il faut faire différemment, mobilité internationale, il faut faire mon métier différemment, etc. Ouais. Mais c'est ce qu'on disait avec Joshua avant de commencer, mais différemment à ses limites. La vraie expérience, c'est en personne, immersion dans le pays, dans la langue, dans la culture, etc. Ça, c'est la vraie expérience. Ce que nous pouvons faire en virtuel, on fera un maximum pour l'internationalisation du diplômé que nous sommes en train de créer pour notre université. Global graduate capable de travailler dans le monde entier dès sa sortie de l'université. Mais ce n'est pas du tout la même vitesse que le vrai déplacement à l'étranger. Oui, parce que mine de rien, je pose la question à tous les deux. Jusqu'à présent, la mobilité internationale, elle est fondée effectivement sur vos déplacements, vos rencontres, et le fait de faire venir des étudiants, des professeurs, des doctorants. Tout ça, ça risque de se perdre assez rapidement. Et d'autres pays, alors je voyais que la Suède, par exemple, a augmenté sa proportion d'étudiants étrangers de 14%. Donc d'autres pays arrivent peut-être à s'en sortir mieux que nous. On est quand même dans une vraie compétition internationale. Ça ne va pas nous manquer dans les années à venir, cette période de relâchement total des relations internationales. Comment vous allez résoudre ça dans les années à venir? D'abord, Christopher. La question précise, c'est... La question précise, c'est comment on gère des relations internationales quand on ne bouge pas de chez soi. Bon, on me l'a déjà posé celle-là depuis quelques mois. Il faut comprendre que quand on était en confinement, je m'en doutais que j'aurais cette question et je me posais la question moi-même. C'est-à-dire, on a l'habitude, moi je suis normalement à 45% de mon temps en déplacement dans mon métier. Aujourd'hui, je suis à 0. D'accord? Donc, quel changement après plus de 25 ans de mouvement perpétuel sur toute la planète. Ce qui se passe, c'est qu'au début, les craintes étaient comment est-ce que je vais continuer à travailler avec mes partenaires internationaux? Est-ce que nous resterons une priorité pour nos partenaires internationaux? Est-ce que l'international restera une priorité pour nos partenaires? Parce que pour nous, ça reste une des premières priorités de notre université. Et en France, le développement international dans la plupart des établissements est un axe stratégique très important. Ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. C'est la première chose qu'on coupe quand il y a un problème de budget ou une crise. J'appelle des collègues australiens, ils disent on a perdu 300 millions de dollars parce que les Chinois n'ont pas pu venir. On va avoir du mal à continuer tel ou tel type de projet avec vous. Donc, nous, on est rentré dans une communication immédiatement avec nos partenaires. Nous avons été très précis avec nos partenaires par rapport à ce que nous croyons être capables de faire avec eux pendant cette période qui malheureusement se prolonge. Nous nous sommes rassurés du fait qu'eux, ils sont dans le même bateau que nous. D'accord? Nous, on ne part pas, on ne reçoit pas de visiteurs non plus. Personne ne se promène à quelque chose près. Donc, on travaille avec nos partenaires. On essaye de monter les réunions qui auraient eu lieu en physique de manière virtuelle, en plus petit comité, donc des professeurs qui échangent sur la physique, sur les humanités, etc., pour monter justement nos partenariats basés sur la recherche, pour inclure éventuellement des étudiants dans ces discussions aussi, mais également, comme je disais, au niveau de la mobilité, essayer de créer des programmes pour l'instant de mobilité virtuelle sans bouger. Donc, on va vers l'avant, tout doucement. Il y a des choses qui vont rester. Il n'y a pas que du mauvais. C'est-à-dire qu'avant, on perdait peut-être beaucoup de temps en se déplaçant nombreux dans un pays pour voir un partenaire pour la première fois, pour établir un partenariat ou avancer sur des thématiques de recherche.
Maintenant, je pense que tous les directeurs internationaux, on va mieux faire travailler nos collègues avant de partir en virtuel, parce qu'on a pris bien l'habitude. Et puis, les réunions sur place seront pour concrétiser et consolider, et nos partenariats seront encore plus solides, plus rapidement. Ouais. Je reçois la même question. Comment allez-vous faire dans les années à venir pour continuer à faire venir des étudiants internationaux si vous ne pouvez pas les rencontrer, si vous ne pouvez pas vous déplacer pour présenter votre université? Vous m'entendez? Je pense d'abord, oui, je pense d'abord que oui, effectivement la mobilité va prendre un coup. Le virtuel n'est pas la même chose que le présentiel, mais je pense il ne faut pas essayer de faire pareil. Il faut dire que le virtuel est différent. Il a un avantage, il y a certains avantages que le présentiel n'a pas. Et il faut se baser, il faut focaliser sur les avantages du virtuel, au lieu d'essayer de recréer quelque chose qui ne peut pas exister. Je pense qu'à l'avenir, on va voir plus de délocalisation des institutions dans les pays de forte présence d'étudiants internationaux. La Chine, si on prend l'exemple de la Chine, je pense qu'ici, on va recevoir beaucoup plus de demandes des établissements partenaires et autres à s'établir en Chine pour toucher les étudiants chinois. Les étudiants chinois, ils vont être hésitants à partir. Moi, je pense, les années à venir, ça va être difficile de surmonter toute cette difficulté. Donc, je pense que les établissements vont venir en Chine s'établir les campus ou les micro-campus ou tout autre mot qu'on peut utiliser. Nous, on va faire pareil depuis la Chine. On va aller vers les marchés qui sont porteurs pour faire des programmes à l'étranger. On va faire plus des programmes online avec des expériences en Chine, mais beaucoup plus courts. Donc, au lieu de dire vous allez venir 1 an, 2 ans, 4 ans en Chine, on va faire des choses beaucoup plus partagées qui limitent les contraintes de voyage et qui laissent les gens à rester plus chez eux, au moins dans leur région. Je pense qu'on va dans un modèle qui est plus régional, voire national, que international, au moins pour le moyen terme. Et votre business school, elle peut s'implanter à l'international? Vous avez des projets au Royaume-Uni, en France? Je ne dirais pas qu'on a des projets, mais c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Donc, d'abord, on passe par le online, le online blended programs, où on fait une partie de la formation à l'étranger, mais 60-75% online. Donc, ça permet de toucher des marchés beaucoup plus larges. Et ça permet aux gens de gérer leur déplacement. Et je crois que c'est ça que le marché veut. Les étudiants veulent avoir le choix de voyager quand ils veulent, s'ils veulent. Je pense que l'expérience virtuelle est un vrai apprentissage à la vie. C'est bien de dire une immersion, c'est important, et je crois que c'est important, mais quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, les gens font avec. Les étudiants, les diplômés qui sachent travailler à distance à travers des outils de communication ont un avantage. Quand ils peuvent faire ça avec des groupes multiculturels dans des pays différents, ils ont un avantage. Donc, c'est quelque chose que les étudiants doivent apprendre parce que c'est la réalité. Et oui, Christopher, vous voulez Non, ajouter? j'allais dire que je pousse une notion depuis quelques années de la mobilité créative. Donc, ça rejoint ce que disait Joshua, c'est-à-dire que je pense que
tout ce qui est retombé de Covid, de la Covid en termes de mobilité internationale, j'espère que ça va nous pousser à davantage de façons de faire notre mobilité. C'est-à-dire, c'est terminer les déplacements pour un semestre ou un an ou des doubles diplômes sur 2 ans. Mais il y aura davantage d'universités d'été, de séjours de courte durée, des séjours d'études, des voyages d'études, etc. Et ça va nous permettre d'internationaliser davantage de jeunes. Parce que souvent, c'était limité à ceux qui pouvaient avoir les moyens, justement, de passer un semestre, un an, ou voire 2 ans à l'étranger, ou même plus. Donc, peut-être que ça va démocratiser un petit peu plus le départ. J'ai déjà amené des étudiants à l'autre bout du monde juste pour 1 semaine et ils sont revenus transformés. Donc, c'est absolument merveilleux, justement, de voir cela et j'espère que nous serons encore plus créatifs avec notre mobilité blended, un peu de virtuel, un peu de réel, dans les années à venir suite à la crise sanitaire. Et Christopher, il faut ouvrir d'autres Sorbonnes à l'étranger, après Abu Dhabi? Olivier cherche toujours un scoop. On ne sait jamais. Vous allez ouvrir? Bon, non? Pour l'instant, nous sommes très fiers de Sorbonne à Abu Dhabi. Ils sont dans des situations très semblables à la nôtre, hein, bien entendu, en termes de la situation sanitaire. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de projet pour implanter Sorbonne ailleurs, mais la nouvelle université est toute jeune et les sollicitations sont nombreuses. Nous verrons avec le temps et les opportunités et puis la partie stratégique et l'intérêt général pour le projet. Ce que disait Joshua, c'est qu'effectivement, c'est aussi un moyen d'implanter à l'international son modèle. Et les étudiants ne viennent pas en France, mais en l'occurrence, ils vont suivre un peu le même modèle loin de France. C'est une internationalisation différente, avec beaucoup de cours à distance aussi, j'imagine. Joshua, c'est un peu ça votre raisonnement? Ouvrons des campus partout dans le monde pour que la marque soit présente partout? Oui, on voudrait bien avoir la marque présente partout. C'est un long chemin, ça prend du temps à faire. Mais je pense que Christopher a tout à fait raison de dire que les voyages les expériences à l'étranger vont devenir plus courtes parce que c'est plus gérable, c'est moins de risques. Je vois les étudiants aujourd'hui, des étudiants chinois qui sont admis à des bachelor's programmes aux États-Unis, qui ont prévu de passer 4 ans aux États-Unis. Là, ils ont toute leur scolarité à risque. Donc, je me mets dans la place d'étudiant aujourd'hui qui dit, tiens, je veux faire des études à l'étranger, je veux une expérience internationale, mais comment je peux savoir que je vais pouvoir faire toute ma scolarité à l'étranger? Parce qu'il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui, c'est un gros risque. Donc, de découper les expériences à des périodes beaucoup plus courtes peut être valorisant et moins de risques. Et si on ajoute des moments, des cours online, ça permet une continuité de l'enseignement qui est très important. Aujourd'hui, sur le campus ici à Haining, on reçoit plus de 300 étudiants chinois qui n'ont pas pu avoir le visa pour les États-Unis. Donc, on les accueille. Ils ont accès à tous les services du campus, tous les clubs, les associations. On fait quelques cours face à face, mais leur scolarité, la plupart de leur scolarité est face online à leur université aux États-Unis. Ça, c'est un modèle qui est intéressant et je ne pense pas que c'est un one-shot. Oui. Je crois que c'est quelque chose où les universités réfléchissent, est-ce que c'est ça le modèle, de reposer sur les partenaires dans les grands pays envoyeurs pour faire quelque chose de blended dans le sens où une partie locale, une partie online. En tout cas, ce que vous dites, c'est dans l'avenir, on aura moins de séjours très longs, enfin, pas des cursus de 4 ans pour un bachelor aux États-Unis, mais plutôt des échanges ponctuels
pour avoir cette expérience sans prendre le risque de se retrouver le bec dans l'eau du jour au lendemain, c'est ça? Oui. Donc, j'ajouterais... pardon. On a un petit décalage avec la Chine. On est plus parti sur le parti online. Pour le développement international, c'est l'élément qui est plus rapide dans un certain sens, hein, que l'établissement physique. Bon, on est ouvert, on réfléchit, mais l'online, il passe plus vite. Christopher, vous commencez. Non, j'allais juste ajouter dans cet esprit, il faut qu'on regarde aussi le mouvement des planètes, le mouvement des continents qui est en train de se passer ou qui va se passer dans les années à venir suite à cela. Peut-être que dans certains pays, les gros envoyeurs d'étudiants internationaux, les jeunes vont commencer à regarder plus vers l'intérieur. Donc, Josh a parlé justement de la régionalisation. Donc, les Chinois, je viens de lire un article dans le Times Higher Education comme quoi il n'y a que 20% actuellement qui pensent partir à l'étranger, surtout dans ces conditions. Donc, on va mettre du temps pour les avoir à nouveau. Donc, ils sont en train de regarder des pays plus près de la maison, y compris Hong Kong et Taïwan, qui c'est leur pays, on va dire. Et puis, ils sont en train de se rendre compte enfin que leur offre nationale s'est beaucoup améliorée ces 20 dernières années. Et donc, peut-être qu'ils n'ont pas besoin ou le même besoin de partir à l'étranger pour un bon diplôme de qualité accrédité, etc., à l'autre bout du monde. Ils sont en train de regarder des institutions magnifiques comme Zhejiang, comme Tsinghua, comme les autres. Ils sont en train de dire, mais je peux très bien poursuivre mes études ici. Et en plus, ils m'offrent une magnifique expérience à l'étranger, à Sorbonne ou en Californie ou ailleurs. Donc, il y a des pays comme la Chine qui se sont beaucoup développés au niveau de l'enseignement supérieur ces années. L'Inde, ce n'est pas encore le cas, on va les voir venir, mais eux aussi, ils sont en train de changer leur cible. Ils vont moins aux États-Unis, ils vont plus en Allemagne, on a davantage d'Indiens en France. Bon, oui, alors on va voir ce genre de mouvement suite à la crise. Donc demain, les Chinois font comme les Américains, ils restent chez eux. Les Chinois font comme les Américains, ils restent chez eux. Les étudiants américains ne bougent pas beaucoup, enfin on le sait. Non. Il y a 16% des Américains qui font des études à l'étranger pendant leurs études. Bon, c'est déjà mieux que le Royaume-Uni à 6%, hein, mais 35% pour la France. Donc, il y a de la marge. Voilà, il y a vraiment de la marge. Mais les Chinois, ils ont plus de raisons maintenant de rester chez eux ou dans les environs. Oui, je crois qu'on va voir plus de projets, plus de projets de collaboration en Chine. Oui. Parce que, bon, les Chinois valorisent les diplômes étrangers, ils valorisent l'enseignement international. Il faut savoir que lors de la scolarité secondaire en Chine, beaucoup d'étudiants choisissent la voie internationale au lieu de la voie nationale. Donc, il y a toute une structure qui pousse vers l'étranger qui ne va pas disparaître. Donc, je pense que pour combler la difficulté aujourd'hui, on va voir plus de projets collaboratifs en Chine qui vont permettre les Chinois d'avoir des diplômes internationaux, des diplômes étrangers en Chine, avec un séjour court à l'étranger si la situation le permet. Oui, parce qu'on voyait qu'il y avait de moins en moins d'étudiants chinois. J'ai vu un stat, plus de 30% d'étudiants chinois aujourd'hui mettent en question leur projet d'études à l'étranger. Oui, on voyait qu'il y avait ces dernières années beaucoup d'étudiants chinois qui passaient local. Excusez-moi, beaucoup d'étudiants chinois qui ne passaient même pas le bac local parce que de toute façon leur projet était international. Donc, voilà. Et ça, c'est 2 ans, voire 3 ans de préparation
pour aller à l'étranger. Donc, ils ne peuvent pas juste faire volte-face et passer le Gaokao, le National Exam, s'ils ne sont pas préparés. Alors, la question maintenant, c'est qui va sortir, entre guillemets, gagnant de ce phénomène de retour chez soi plutôt qu'à l'international, parce qu'on voit bien que l'Australie est en train de perdre des centaines de millions d'euros parce que les étudiants chinois ne viennent pas. Les États-Unis, de toute évidence, veulent moins recevoir d'étudiants chinois. Est-ce qu'ils vont venir en France? Passer le Covid? Personne ne gagne. On n'en sait rien. Bon, je ne sais pas. Certains pays sont plus attirants. Je crois que les États-Unis perdent sur toute la ligne. L'Angleterre est pas mal positionnée, mais tout dépend de traitement côté visa et tout l'aspect logistique. Je pense que la tendance va être plus rester chez soi, voir comment les choses se développent. Christopher, vous voyez comment notre position en France dans les années à venir, Covid ou pas Covid, est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu? Parce que finalement, bon, il y a beaucoup de malades, on le sait, mais le système de santé français tient bien. C'est quand même un avantage compétitif aussi. Je crois qu'on a perdu, on a perdu Christopher. Bon, on a perdu Christopher. Bon, alors ma question est tombée totalement à plat. Bon, donc je repars vers la Chine. Bon, on a une meilleure liaison avec la Chine qu'avec Sorbonne Université, qui doit être à Jussieu, je pense. Bon, alors pour revenir à vous, Joshua, donc bon, c'est très difficile d'extrapoler ce qui va se passer dans les années à venir. De votre point de vue en Chine, les choses reviennent à peu près à la normale. On peut espérer qu'il va se passer la même chose, mais ça reste très hypothétique. En tout cas, pensez-vous que le gouvernement chinois n'a pas envie de garder ses étudiants en Chine? Non, il y a de toute façon une filière vers l'extérieur qui va perdurer. Oui, je pense que le gouvernement encourage les étudiants de partir dans les bonnes universités. Il n'a jamais fait de blocage dans ce sens-là et je ne pense pas que le gouvernement va commencer à le faire. Mais ceci dit, le gouvernement essaie d'aider les étudiants qui ont une difficulté à partir. Ils ont fait certaines abrogations des politiques pour faciliter le court terme. Est-ce que ça va continuer après? On ne sait pas. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que le gouvernement va continuer à encourager les projets sino-étrangers, les projets de collaboration en Chine. Très bien, donc on ne retrouve pas Christopher qui n'a pas réapparu. Non, Christopher ne m'entend pas. Si, vous êtes là, Christopher. Il est revenu. Vous avez perdu Christopher. Oui, c'est le hasard du direct. Je posais la question de savoir si vous pensez que la France pouvait tirer son épingle du jeu dans les années à venir, parce que mine de rien, Covid ou pas, on a quand même des avantages concurrentiels, dont un système de santé qui a l'air de fonctionner. Ça dépendra, comme tous les pays, de notre succès pour vaincre le fléau. Et là, on s'en tire mieux que des concurrents, entre guillemets, comme l'Espagne, par exemple, qui est un énorme concurrent pour faire venir des étudiants. Ce n'était pas une grosse destination d'étudiants. Étudiants français, si, mais bon. Étudiants français, mais oui, dans Erasmus, les étudiants français aiment bien les... Je pensais pour les Chinois, les Américains. Ah non, les Chinois, non, effectivement, ouais. Non. Oui, ça dépend vraiment de notre capacité à vaincre la Covid. Je pense que les étudiants qui veulent venir chez nous vont beaucoup regarder notre réponse. Ils vont regarder notre système de santé. Ils vont continuer à regarder nos infrastructures dans les universités et notre offre en anglais. Oui. Vous le savez comme moi, Olivier, on se croise de temps en temps sur les ondes. La France est une destination très populaire,
c'est la destination numéro un des pays non anglophones, mais c'est une position très fragile. Il y a énormément de concurrence et nous avons du mal parfois, pour plusieurs raisons économiques, entre autres, à garder notre place. Donc, on a du travail. Bon. On arrive au terme de ce débat. J'ai relayé pas mal de questions hein, entre guillemets, de la salle virtuelle. Une conclusion pour l'avenir, en espérant que vous allez pouvoir de nouveau voyager un peu, mais bon, c'est pas l'objectif en soi. L'objectif en soi, c'est d'avoir des relations internationales au top. Christopher, Joshua, conclusion? Go ahead, Josh. Back to English. Alors, Pardon. je pense que les voyages vont revenir, les gens vont pouvoir reprendre un petit peu les études à l'étranger, les habitudes de voyager. Je pense que ça va être moins qu'avant. Dans ces scénarios-là, je pense que c'est les États-Unis qui perdent le plus, qui risquent de perdre le plus. Les modèles de partenariat vont changer. Ils vont devenir plus flexibles. Je crois que les institutions partenaires doivent travailler plus étroitement avec plus de flexibilité pour faire face à ce genre de difficultés. Les formats de programmes vont changer plus vers le online. Ça donne tout de même une bonne flexibilité, un bon accès. Je crois que, bon, en termes de la mobilité internationale, physiquement, ça va prendre un coup, mais les outils de communication vont prendre une partie. Et puis, il faut être à l'écoute et réfléchir sur d'autres modèles à permettre aux étudiants, aux professeurs de collaborer et partager. Et c'est ça l'enjeu. Christopher? Oui, bon, j'aimerais remercier, merci beaucoup Olivier, et merci aux organisateurs pour l'invitation et merci à tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. J'ajouterais juste à ce que vient de dire Joshua que ce que j'aimerais voir à la fin de cette crise sanitaire, quelle que soit la date de celle-ci, j'aimerais peut-être qu'on voit une meilleure compréhension de l'internationalisation par rapport aux universités anglo-saxonnes. Depuis trop longtemps, l'internationalisation pour les universités britanniques, australiennes, américaines, etc., l'internationalisation, ça a été quoi? Venez chez nous. Venez chez nous, dépensez vos sous, inscrivez-vous dans nos super cours. Et ils ont des super cours et d'excellentes universités dans ces pays. Mais je pense que ce que je vois chez les collègues dans ces pays, c'est qu'ils ont commencé à comprendre ce que c'est de marcher dans les chaussures des autres un petit peu plus, de ne pas pouvoir faire leur modèle économique avec 35% de leur budget dépendant des étudiants internationaux, et que peut-être que l'internationalisation pour eux deviendra un peu plus comme c'est pour nous, plus rond, plus global, plus inclusive. Mobilité étudiante, partenariat de recherche, et tout ce que nous faisons de bien avec nos partenaires en Europe, les universités européennes, etc. Et pas juste, venez chez nous, on va vous donner une super formation internationale. C'est ce que je souhaite pour la suite de tout cela, dès que ça sera terminé. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve dans
2 semaines, donc le 20 octobre, pour parler de valorisation de la recherche, un thème très différent mais crucial, entre autres pour Sorbonne Université, bien sûr. Encore une fois, merci et on se retrouve dans 15 jours. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.